Alors, pour éclairer notre lanterne, vous pensez bien que nous allons commencer par entendre notre rapporteur, Monsieur Michel. Merci, monsieur. Monsieur le professeur, vous avez cité une phrase. Docteur, peu importe. Les citoyens, enfin les enfants, naissent libres et égaux en droit. Et vous avez dit ensuite, certains seront discriminés. Alors que pensez-vous de la discrimination par rapport aux enfants qui sont adoptés par des célibataires, ce qui est prévu par la loi aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont discriminés par rapport aux enfants adoptés par des couples aujourd'hui hétérosexuels? Et deuxièmement, naissent ces libres égaux en droit, ne pensez-vous pas que c'est le droit de tous les enfants de connaître leurs origines? Je vous dis tout de suite comment je le pense, c'est pour moi une chose qui n'est pas négociable. Voilà. Peut-être allons-nous prendre les différentes questions, comme ça vous pourrez faire répondre à l'ensemble. C'est-à-dire, bon, vous souhaitez, parce que je ne voudrais pas, comme je sais que l'horaire est impératif, que l'on se retrouve avec des questions sans réponse. Donc j'ai eu deux collègues qui se sont manifestés, Claude Dillin et Virginie Claes. Ben, j'ai vu que tu t'étais manifesté, que vous étiez manifesté, Madame la sénatrice. Monsieur Dillin. Ça permettra à Virginie de réfléchir. Oui. Oui. Je voudrais, enfin, ce qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est effectivement le problème de filiation. On peut assez facilement vous rejoindre sur l'aspect éducatif, effectivement, mais sur le problème de filiation, j'aimerais avoir des précisions parce que j'avoue que j'ai besoin de précisions. J'ai bien compris, enfin, si j'ai bien compris, cette renaissance qui est de l'ordre du fantasme. Tellement elle est de l'ordre du fantasme que vous dites, si j'ai bien compris, cette renaissance crédible est possible même quand les parents sont de couleur blanche et l'enfant est de couleur noire, par exemple. Ce qui, effectivement, vous l'avez dit, éloigne totalement cette renaissance crédible de la biologie, parce que biologiquement, c'est pas possible. Et ça, j'ai bien compris. Mais ce que j'arrive, et je vous rejoins tout à fait pour écarter la biologie dans cette histoire. Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites a priori que dans un couple homoparental, enfin un couple du même sexe, cette renaissance fantasmatique est absolument pas possible. Alors que le fantasme le permet. Le plus beau fantasme, enfin ça a été dit d'ailleurs peut-être pas de façon très pertinente, mais c'est Marie, enfin ce que vous dites à la fin, c'est-à-dire que ma refiliation peut partir par une femme, ou pas seulement un couple. Donc je voudrais savoir pourquoi vous êtes aussi péremptoire sur cette recréation de filiation n'est pas possible dans la mesure où elle est de l'ordre du fantasme. Et là, vous refaites introduire une notion de biologie raisonnable. Vous avez prononcé le mot qui n'a rien à voir avec le fantasme, à mon sens. Bien, merci Claude Dillin. Est-ce qu'il y a Virginie Claes? Oui, j'avais effectivement un petit peu noté ce que j'avais moi compris comme une contradiction ou une incompréhension de ma part en tout cas sur la filiation par la biologisation, dont parfois vous disiez qu'elle était indispensable pour la recréation ou à d'autres moments elle disparaissait, notamment avec quand vous avez parlé des dons de gamètes. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est tous ces cas cliniques dont vous nous parlez, d'enfants sécos, adoptés, etc., etc., et les exemples que vous avez de renaissance imaginée et fantasmée par les enfants, est-ce que ça ne peut pas être lié aussi, ces problèmes rencontrés ou ces greffes qui ne prennent pas, liés à d'autres problèmes, peut-être que la simple nécessité de filiation, de non-filiation, d'autres traumatismes. Vous avez à un moment donné parlé de traumatismes affectifs précoces notamment. Et est-ce que vous avez dans vos consultations déjà rencontré des enfants éduqués par des couples homosexuels? Et est-ce que vous rencontrez exactement les mêmes problèmes et les mêmes soucis chez eux que chez les autres? Merci Claude Dillin. J'ai un tout petit remords quand même sur l'éducatif. Vous parlez de l'absolue nécessité d'avoir un père et une mère, et ça me surprend de la part d'un psychanalyste, parce que est-ce que c'est pas le plus important d'avoir une fonction paternelle et une fonction maternelle qui n'est pas forcément assumée
par quelqu'un du sexe masculin pour la fonction paternelle et et ainsi de suite. Enfin, moi, je suis un père qui fait beaucoup de fonctions maternelles. Bien, nous avons tous une fonction paternelle et maternelle, c'est cela. Bon. Et Madame Meunier, oui, que pensez-vous de tout cela? Je vois bien que vous avez des idées. Je n'ai pas beaucoup de questions, j'ai des commentaires, donc ça n'a aucun intérêt ici. Si, vous avez le droit de faire vos commentaires. Moi, en vous entendant, donc, vous avez dit tout à l'heure qu'une loi sous l'émotion ou une loi compassionnelle. Une loi émotionnelle n'est pas une bonne loi, et c'est vrai qu'en ce moment, on entend pas mal de choses dites par l'émotion et dans l'émotionnel. Surtout dans les opposants. Et quand vous avez dit comme si, moi, en vous écoutant, j'entends autour de moi des situations d'hommes ou de femmes en couple avec des enfants. L'adoption pour elles ou pour eux n'est pas forcément dans des projets à venir, mais concrètement dans des situations concrètes, tangibles, avec des enfants dont l'un ou l'une n'a aucun droit et l'enfant n'est pas du tout en sécurité si la mère biologique ou le père géniteur devait disparaître. Enfin bon, c'est la situation du départ. Et puis, comme si, encore une fois, oui, c'est la question des familles qui n'ont pas le choix, qui élèvent seuls leur enfant. Donc les familles monoparentales, comme on les appelle, les enfants ne sont pas toujours forcément cabossés, en risque ou en danger. Voilà, donc c'est plutôt des commentaires que des questions. Merci. Il n'y a pas d'autres remarques? Oui, il y a un commentaire de Nicole Bonnefoy. Un commentaire, moi, sur la filiation. J'observe que la définition de la filiation est différente. Nous avons, par exemple, entendu dans nos auditions ce qui fonde la filiation, c'est le geste, sans prétendre qu'on a fait l'enfant. Et vous, vous dites que la filiation, c'est l'engendrement. Sans engendrement, il n'y a pas de filiation. Parce qu'un enfant ne peut se construire que sur donc, un homme et une femme qui engendrent. Monsieur Hyest, vous avez réagi sur le compassionnel. Il y a de l'émotionnel partout, vous avez raison. Hein? Ce n'est pas discriminant. Très bien. Monsieur Michel dit, mais il n'a pas ouvert son micro, qu'il y en a moins au Sénat qu'à l'Assemblée. Oui, mais seulement, vous savez que l'âge moyen des députés est à peu près égal à celui des sénateurs. Bien. Les juristes sont souvent sans cœur, c'est bien connu. Non, les juristes ne sont pas sans cœur. Non, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Oui, mais on dit beaucoup de choses. Alors, comme on dit beaucoup de choses, je crois qu'on a fini nos commentaires, questions et interrogations et que nous allons donner la parole au docteur Lévy-Soussan pour Il reste environ un quart d'heure. Est-ce que ça vous paraît correct? Très bien. Car après, vous devez aller dans une radio. Donc, mais vous avez un scooter. Donc, il faut prendre l'ensemble des éléments. Alors, allez-y. J'ai une transparence la plus totale. Mais ici, c'est comme ça. Alors, tout d'abord, pour répondre à la première question, celle par rapport aux célibataires, c'est-à-dire qu'il y aurait une discrimination entre célibataires et les couples par rapport à l'enfant. Et par rapport à la situation adoptive entre les deux. Vous avez entièrement raison. Il faut savoir qu'un enfant mis dans une situation avec une célibataire, il y a plus de risques qu'il ait des problèmes. Il faut bien comprendre que lorsque je parle de risque, je ne suis pas dans quelque chose de l'ordre de la prédiction. Je ne suis pas dans le prédictif. En tant que professionnel de l'enfance, on raisonne en termes de préventif. Et pour nous, quand on a un doute sur une situation, pour nous, les doutes doivent toujours profiter à l'enfant. Donc oui, on sait que lorsqu'on confie un enfant à une célibataire, on sait que ça va être plus difficile et plus compliqué par rapport à une situation justement de couple. Et que lorsqu'on le fait, c'est vraiment en ayant analysé ce qu'il en est justement de l'enfant et ce qu'il en est justement de la célibataire. Et qu'on espère que les risques justement de l'un va compenser les risques de l'autre. Mais on le sait que c'est une situation qui présente statistiquement 6 fois plus de risques que le couple. Je ne vais pas reprendre dans l'historique de pourquoi il y a des célibataires qui ont adopté, mais c'est vrai que c'est une vieille histoire, c'est suite à la Première, Seconde Guerre mondiale, où c'était des anciennes mères qui devenaient mères. Donc, il y avait une logique par rapport à ces femmes qui étaient d'anciennes mères pour recueillir justement un enfant qui n'avait plus de parents. C'est vrai que cette logique actuellement n'est plus
on n'est plus du tout dans la même logique, si je puis dire, avec, comme vous avez vu, la pléthore d'enfants, de couples demandeurs par rapport au peu d'enfants. Ce qui me permet de répondre aussi à votre seconde question, c'est-à-dire par rapport aux origines. J'espère vous avoir montré à quel point, justement, le droit aux origines biologiques est quelque chose qui va à l'encontre des origines psychiques du couple qui recueille l'enfant. Et pour moi, pour vous donner une idée, avant cette loi 2002, une femme qui était accueillie pour elle-même, en raison de la détresse qu'elle vivait. Elle n'était pas accueillie pour avoir sa carte d'identité, pour avoir de l'informatif. Elle était accueillie pour accueillir une histoire, pour avoir du narratif. Ça, c'était le vrai besoin de l'enfant plus tard. C'était pas de l'informatif. Et du jour au lendemain, lorsque cette loi est sortie, lorsqu'on a commencé à mettre en place des systèmes quasiment de persécution de ces femmes-là pour recueillir leur identité, elles n'ont plus rien donné. Avant, elles parlaient de tout, de leur histoire, de leur identité, peu importe. Parfois, elles gardaient le secret par rapport au social, mais pas par rapport au dossier de l'enfant. Depuis l'arrivée de cette loi, la majorité des dossiers se sont vidés de leur contenu. Pourquoi ? Parce que, voilà, on voulait de l'informatif. On ne voulait plus recueillir une histoire. Et un enfant est beaucoup plus avide d'histoire que quelque chose de l'ordre de l'informatif lié à une situation biologique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, par rapport au biologique et à la filiation. Vous avez raison. Quand j'explique l'axe biologique, je parle effectivement de deux choses. Quand je parle de l'axe biologique de la filiation, c'est-à-dire si je parle de l'axe juridique, j'en ai parlé, l'axe biologique, je vais en parler, et l'axe psychique, c'est celui que j'ai essayé d'évoquer. Quand je parle d'axe biologique, vous avez raison, il y a deux choses. Il y a celui du lien du sang, la chair de ma chair, le sang de mon sang, la transmission des gènes, qui est un lien extrêmement idéalisé et valorisé par notre société. Preuve en est la difficulté qu'on a d'interrompre un lien pathologique dans le cas d'une maltraitance. C'est extrêmement difficile et les juges pour enfants et les JAF ont du mal à penser cette interruption tant qu'ils baignent dans cette idéologie du lien du sang. Et cet axe biologique, il y a une seconde chose. Il y a une scène biologique. Il y a une scène de conception. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de différencier dans ce même axe biologique quelque chose que l'on peut dépasser, qui est justement celui des liens du sang, et peu importe la couleur, et peu importe l'ethnie, et ce qui permet de dépasser justement ce lien biologique, que ce soit par famille sécos ou famille adoptive, c'est justement la scène de conception biologique qui fait qu'on est tous d'une femme, par rapport à une scène de conception avec un homme. Jusque-là, cette scène biologique, c'est le roc, comme dirait Freud, sur lequel on se heurte tous. Et nous devons tous faire par rapport à cette différence des sexes qui amène justement à un enfant. Et là, cette loi, elle ferait quoi? Elle dirait, écoutez, pour une partie de la population, vous n'allez plus avoir affaire à cette scène de rencontre, d'altérité, dont naîtra les enfants. Vous en serez dispensés. Et au nom de quoi on les dispenserait? C'est-à-dire, nous, cette rencontre et cette obligation de passer par l'autre sexe, et le fait que l'on vienne justement d'une situation d'altérité, nous a tous rendus plus ou moins névrosés. Certains sont même devenus psychiatres. Mais personne n'en a été exonéré. Ça, c'est l'universel. C'est l'universel de l'homme, c'est l'universel de la femme, c'est l'universel qui constitue le social. Et personne n'est exempté de cette scène-là. Et au nom de quoi priverait-on certains enfants de cette scène qui, universellement, nous a tous constitués? La troisième question, c'était par rapport à la renaissance crédible. Là, je crois que j'ai répondu en différenciant ce qu'il en est du lien du sang, de ce qu'il en est de cette scène d'engendrement qui, fantasmatique ou réelle, permet de s'originer justement d'un couple. Ce qui me permet de passer à l'autre question qui était le fait que est-ce qu'il n'y a pas d'autres problématiques dans l'adoption qui fait qu'il y a des échecs? Bien sûr qu'il y a d'autres problématiques. Mais si je parle justement de cette scène de naissance, c'est que la voie finale commune de toutes ces problématiques, c'est de considérer finalement ces deux adultes comme des étrangers à soi. Ou bien quand c'est dans les échecs d'adoption, quand ce couple considère l'enfant comme un étranger, c'est-à-dire je n'ai aucun lien avec toi, tu n'es pas ma prolongation, tu n'es pas dans la continuité de mes générations, etc. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que pour moi c'est la voie finale commune des échecs d'adoption. Mais bien sûr, il y a des multiples causes. Il y a des causes qui sont liées à l'enfant, des causes qui sont liées au couple, des causes qui sont liées à la rencontre par une erreur d'appariement,
où on a mal fait l'appariement, on a maximisé les risques au lieu de les diminuer, et puis, là, je vous ai parlé que du risque législatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand une loi, au lieu d'organiser la filiation, risque de la désorganiser? Voilà pour la 4e question. La 5e question, qui était sur les droits de l'un, si la mère doit disparaître, qui élève seule les enfants. Ils sont... donc là, c'est clair que s'il avait suffi de consolider le statut du conjoint, il y avait 1000 façons de le faire que d'utiliser la filiation. C'est-à-dire, il y a des techniques juridiques, il y a des techniques notariales, il y a toutes les techniques qui permettent de consolider ce statut-là sans que ce statut devienne filiatif. On aurait pu réfléchir justement à quelque chose d'extrêmement précis pour que l'enfant garde le sens de père et mère pour une personne, et puis que l'autre personne ne soit pas justement dans la confusion des rôles, qui là n'aurait pu que faire de l'embrouiller. Donc, quant aux personnes qui élèvent seules les enfants, mais là encore, toutes les statistiques de pédopsychiatrie nous montrent que tous les enfants, dans une situation atypique, quelle qu'elle soit, y compris la situation que les sociologues appellent monoparentale, qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a le plus souvent toujours un autre parent. On sait que ces enfants-là sont plus à risque, ont, d'une façon statistique, là encore, plus de morbidité psychiatrique, plus de dépression, plus de problèmes, plus de troubles. Ce sont les études qui nous le montrent. Donc on le sait qu'ils ont une plus grande vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que certains ne l'ont pas, bien sûr, mais d'un point de vue statistique, vous savez, il y a des études qui ont, ce qui n'est pas compliqué, qui ont étudié toutes les situations familiales possibles. Les situations père-mère-enfant, les situations homme-homme-enfant, les situations femme-femme-enfant, les situations adoptives, les situations de père seul, de mère seule, et les situations par rapport à un père décédé ou une mère décédée. Qu'est-ce qu'ils ont conclu, ceux qui ont fait cette étude? Ils ont conclu en termes de risque. Tout simplement. Ils n'ont pas dit il ne faut pas faire ça, ils n'ont pas dit il ne faut pas que les parents divorcent. Non, ils ont dit en termes de risque, si on devait choisir pour un enfant la situation la moins à risque, donc ils ont raisonné en termes de santé publique, si je puis dire, et de prévention, ça serait la situation homme, femme, enfant. Les autres, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas possibles, ça veut dire que tout simplement, elles ont plus de risques. C'est pour ça que, et là pourtant, ce n'était que des situations éducatives. On n'avait pas rajouté, si je puis dire, le risque législatif que j'ai essayé justement de vous évoquer. J'en arrive à la 6e question qui était on définit la filiation par le geste, vous par l'engendrement. Moi, je le définis par 1, le geste, 2, l'engendrement. 3, la construction de la filiation psychique qui se fera à partir de ce montage filiatif, grâce au cadre juridique qui organise un montage crédible pour l'enfant. Donc moi, c'est fromage et dessert, c'est-à-dire oui, il y a le geste, oui, il y a la volonté, mais il y a aussi le fait de le mettre dans un scénario qui va lui permettre de transformer cet homme et cette femme en père et mère. Et cette transformation, je le répète, ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose d'évident, même dans les situations, si je puis dire, sous la couette, où tous les enfants n'ont pas forcément construit un sentiment d'avoir un père ou une mère dans des situations pourtant qui étaient classiques. Et en fait, dernière question, qui était la question 3 bis sur la fonction paternelle et la fonction maternelle. Comment dire? Le paternel de la femme ne sera jamais le même que le paternel de l'homme. Le maternel de l'homme ne sera jamais le même que le maternel de la femme. C'est-à-dire qu'au-delà de cette fonction, il y a quelque chose qui dépasse ces fonctions-là, qui est l'être propre du père et l'être propre de la mère. Et là, on a vu que l'enfant différencie cela. On a vu, c'est-à-dire, et on le sait bien, ce qu'on appelle le dialogue tonique d'une mère avec son bébé n'est pas le même dialogue tonique qu'un père a avec son bébé. La façon de relationner, la façon d'être avec ne sera pas la même entre un homme et une femme. Et ça a été étudié. C'est pour cela justement que si j'ai évoqué cette histoire de résidence alternée qui a été la toute première loi qui a dit père et mère c'est la même chose, on en a vu les conséquences. Tout simplement parce que oui, un père ne sera jamais une mère comme les autres. Et que cela dépasse l'histoire de la fonction, le fait de descendre les poubelles et faire la vaisselle. Cela n'a rien à voir. Cela a à voir avec les places à la fois réelles qu'a chaque être et à la fois symboliques qu'il représente dans un scénario qui a un sens pour l'enfant. Merci. Juste peut-être un mot, puisque Jean-Pierre Michel avait parlé du droit à la connaissance des origines.
Oui. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez répondre en quelques mots là-dessus, mais comme la question a été posée. Alors, je vais reprendre peut-être d'une autre façon cette question. Ce droit de la connaissance d'origine, si c'est du côté justement du biologique que cela se passe, c'est quelque chose qui se soldera forcément par quelque chose de l'ordre d'une impasse. Pourquoi? Parce que ce biologique a récusé l'enfant comme un destin filiatif pour ces personnes-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un abandon? Qu'est-ce qu'un délaissement? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'un abandon? C'est un couple qui décide d'interrompre la filiation pour des raisons compliquées, mais pour des raisons humaines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est forcément père ou mère. La situation d'avoir un enfant au sens biologique, ça donne juste la possibilité de se transformer en père et mère, mais parfois, justement, ça ne marche pas. Donc oui, il y a un abandon. L'abandon marque justement cette interruption filiative. Et c'est grâce à cet abandon qu'il va y avoir la création filiative. Donc, le droit de connaître ses origines, dans une famille adoptive, lorsqu'un enfant pose des questions sur ses origines, pose des questions sur son histoire, que va lui répondre la famille adoptive? Il y a deux cas de figure. Soit elle tombe dans ce que j'appelle le piège des origines, grâce justement à ces lois de 2002 qui a dit bah oui, il y a un droit. C'est-à-dire, elles vont dire devant un enfant de 7-8 ans, parce qu'on a vu les désastres de cette loi, par rapport à des familles adoptives qui venaient en consultation avec un enfant de 7-8 ans qui disait voilà, il demande à savoir ses origines, il demande à savoir quels sont ses vrais parents, que fait-on? Il veut retourner en Asie, il veut retourner en Afrique, que fait-on? Et là, c'est pas compliqué. Soit cette famille tombait dans ce piège-là, et dans ces cas-là, aller du côté d'une impasse, parce que justement, c'était une histoire qui s'est interrompue. Soit se demander, tiens, c'est marrant, pourquoi pose-t-il cette question à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il cherche, cet enfant? Qu'est-ce qu'il cherche en essayant d'interroger quelque chose de l'ordre du passé? Eh bien, cet enfant, dans 100% des cas de nos situations cliniques, lorsqu'on gratte la situation clinique et qu'on essaye de voir au-delà des mots qu'il utilise, parce que parfois c'est vraiment des mots beaucoup plus agressifs, de toute façon t'es nul, non seulement t'es nul, mais t'es même pas foutu de faire des enfants, et de toute façon t'es pas mon vrai père, ma vraie mère, donc l'enfant peut y aller dans la situation adoptive au niveau de ce qu'on lui apporte sur un plateau, c'est-à-dire une attaque en règle de son père et de sa mère. Donc soit la famille tombe dans le panneau et là, elle dit tout simplement à cet enfant « Ok, va ailleurs, nous on peut rien pour toi ». Et à ce moment-là, ça entraîne un vrai désarroi chez l'enfant. Lui, qu'est-ce qu'il demandait? Il cherchait de l'origine, mais il cherchait de l'origine originaire de ce couple par rapport à lui. Et à chaque fois qu'on gratte cette situation clinique, on retrouve systématiquement une blessure que cet enfant a ressentie dans sa situation familiale, soit par le biais d'insultes à l'école, soit par le biais de la maladie de son père ou de sa mère, soit par le biais d'un départ en vacances, quelque chose qui l'a tout de suite angoissé dans sa famille, et à ce moment-là, il se dit « Oh, finalement, les origines biologiques, c'est mieux, c'est plus sûr, j'ai toujours 2 parents là-bas ». Et on voit bien comment c'est quelque chose d'un recours par rapport à une situation complexe. Ce qui entraîne justement, lorsque le père et la mère sont extrêmement clairs et sûrs quant à leur position de père et mère à cet enfant, ils ne vont pas se laisser ébranler. Et quand l'enfant les remettra en cause, mais de toute façon, tu n'es pas mon vrai père, ma vraie mère, c'est ça, d'accord, très bien, il se trouve que je le suis, maintenant tu vas faire tes devoirs et tu nous fous la paix. C'est-à-dire, si le père et la mère ont justement une position extrêmement claire et nette, parce que oui, ils ont été originaires, oui, ils ont désiré cet enfant, oui, ils assument les conséquences du passé de cet enfant, alors même qu'ils n'en sont pas responsables, cela définit justement la réussite d'une situation adoptive. Et c'est vrai qu'il y a un vrai piège de tomber dans quelque chose qui sera de l'ordre d'une impasse et qui justement ne pourra confronter l'enfant devenu adulte à des quêtes sans fin. Mais moi j'ai vu toutes sortes de quêtes. Et le plus souvent, lorsque parfois il y a des rencontres qui ont été faites, etc., le plus souvent ça se traduit par quelque chose de l'ordre de la déception. Mais c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais. Oui, ils attendaient autre chose. Ils attendaient que qu'est-ce qui s'est construit difficilement dans le présent et dans l'ici et le maintenant de leur famille adoptive, où c'est là où ils posaient des questions par rapport à un désir originaire de ce couple-là. Et parfois, ils sont en mal. Pourquoi? Parce que ça renvoie à l'infertilité, ça renvoie à quelque chose que parfois le couple adoptant n'a pas dépassé et qui sera justement un facteur de vulnérabilité de ce couple. C'est pour ça que pour moi, par rapport au pouvoir originaire
de ce désir dans une scène de reconception de cet enfant. C'est ça que recherche l'enfant. Il recherche d'avoir à nouveau la possibilité, comme tous les enfants, classiquement et banalement, d'avoir un père et une mère comme les autres. Bien, merci beaucoup, docteur, de nous avoir expliqué vos conceptions avec beaucoup de force et de conviction. Et cela va nous aider dans nos réflexions, dans nos travaux. La tâche n'est pas facile pour le législateur, mais il est éclairé par toutes celles et tous ceux qui viennent nous parler.